Chers amis, cette matinale se poursuit ce matin sur Toxin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, bien entendu. Et pour ceux qui le peuvent et le veulent, n'hésitez pas aussi à nous soutenir pour que Toxin soit là la saison prochaine pour la saison 2. Et ce matin, on va continuer à parler que de bonnes nouvelles. Et pour ça, je vais inviter Philippe Murer. Philippe, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va, oui, dans cet océan de mensonges qui est cette campagne Ouais. législative, effectivement. Oui, ben on va venir. Toi, tu vas nous parler ce matin. Je t'ai appelé pour nous parler notamment que la France, vous le savez, chers amis, avec 6 autres pays, sont épinglés par la Commission européenne pour leur déficit public excessif. Tu vas nous éclairer là-dessus, cher Philippe. Qu'est-ce que ça va impliquer pour la France? Et ensuite, on va parler tout de même du bilan de la Macronie qui nous propose aujourd'hui, qui nous assène un bilan formidable. On a réindustrialisé, on a fait 2,7 millions d'emplois industriels, nous dit Rachida Dati. On est chez les dingos, on va en parler ce matin. Merci d'être là. Philippe, la France épinglée, Commission européenne, déficit public excessif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quoi on parle quand on parle de ça? Alors, ces déficits publics, toutes les règles avaient été gelées à cause Oui, du Covid, puis de la guerre en Ukraine. oui. Donc maintenant, elles reprennent leurs droits et la Commission européenne reprend son pouvoir. En fait, on a un déficit public qui est à 5,5% du PIB en France et une dette Mmh. publique à 113%. Donc, on Mmh. est loin des critères de 3% et de 60% de dette Mmh. publique. Mmh. Donc, les règles, c'est que la France, l'Institut Bruegel, qui est un institut européiste, Mmh. elle dit que la France va devoir réduire ses dépenses publiques de 30 milliards d'euros par an si on suit les règles de la Commission européenne. Ouais. Alors, si la Commission européenne fait une fleur à la France, elle est toute gentille, on va devoir réduire les dépenses que de 15 milliards d'euros Mmh. par an. Ce qui veut dire qu'au moment où la France et puis les autres pays européens Ouais. sont au bord de la récession, on est en croissance zéro, eh bien, Mmh. on va se retrouver, on va basculer franchement dans la récession si on réduit les dépenses Ouais. publiques et donc l'activité économique. Ce qui veut dire qu'on aura une baisse des recettes budgétaires, ce qui veut dire qu'on aura derrière, à cause de la récession, ce qui veut dire derrière que le déficit public réaugmentera à cause de ça, ce qui veut dire qu'on est dans une spirale, comme a vécu la Grèce, si l'Union européenne le fait. On rappelle que la Grèce, quand l'Union Ouais. européenne a fait son traitement de cheval sur les déficits excessifs, ça a été 25% de récession, de baisse du PIB. Un choc absolument jamais vu, à part dans l'Union soviétique quand elle en est sortie. Et c'est la Ouais. troïka de l'Union européenne qui avait pris le pouvoir. Donc, avec cette procédure de déficit excessif, en fait, on se rend compte que nous payons, Français, contribuables français, 15 milliards d'euros de contribution nette à l'Union européenne pour que l'Union européenne nous donne des ordres, nous punisse. C'est Mmh. un truc complètement masochiste. Mmh. Oui, parce que c'est ça, finalement, l'Union européenne qui est censée aider, nous amener à la bénédiction économique de la sérénité, vient une nouvelle fois, selon les traités européens notamment, venir nous sanctionner, donc nous demander de l'argent encore plus. Mais c'est quand même, on vit chez les fous, en fait. On le sait, mais quand on est confronté, on se dit quand même qu'on vit chez les fous. On vit chez les fous et juste un petit mot, en fait, Oui, on va faire, l'Union européenne, le 26 et 27 juin, va décider de l'adhésion de la Moldavie, mais oui, surtout de l'Ukraine. Et donc, les négociations d'adhésion seront officiellement lancées avec l'Ukraine. Et si l'Ukraine reste dans l'Union européenne, c'est moins de politique de recettes agricoles pour les agriculteurs français. C'est énormément d'argent qui va être envoyé par le contribuable français pour reconstruire le pays et un pays qui est de toute manière extrêmement pauvre, dont le SMIC doit être à 150 euros par mois, avec plus de délocalisation. Et tout ça, en fait, l'Union européenne va pouvoir nous imposer pas mal de choses et des baisses de déficit public et de dépenses publiques au moment où les services publics sont détruits, au moment où les Français ont faim, n'arrivent pas à se chauffer, et tout cela sous la menace d'une amende de 2,5 milliards d'euros si le gouvernement français n'obtempère pas. Mais c'est fou parce que si jamais on change, là, si jamais le RN notamment, ou d'ailleurs même s'il y avait une espèce de cohabitation tripartite entre un Premier ministre du Rassemblement national et une espèce de majorité relative et non absolue, ça va se passer comment, selon toi, Philippe, là-dessus? L'Union européenne, il va falloir payer, il va falloir continuer à baisser la tête, et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait, selon toi? Bah, le RN pourrait être immédiatement embêté et empêché Ouais, par l'Union européenne, comme ça s'est passé pour Tsipras quand il avait dit non, je oui, ne ferai pas le programme d'austérité que les Grecs avaient voté à 55% en accord. ouais. Avec lui, une semaine plus tard, effectivement, l'Union européenne, la Troïka avait repris malgré tout les rênes de la politique économique grecque et fait baisser le PIB de 25%. Ouais. Rappelons-nous aussi un épisode qui est moins à l'esprit des gens.
Quand Salvini prend le pouvoir avec la Ligue et avec le mouvement 5 étoiles en 2018. Oui, un attelage bizarre quand même. Hein. Un attelage bizarre entre Beppe Grillo de Cinque Stelle et la Lega de Salvini. C'était bizarre quand même. Ouais. Exactement. Mais le déficit public de tête de l'Italie devait être à 3,5%. Ils étaient en procédure de déficit excessif. Et en fait, eh bien, l'Union européenne avait sanctionné l'Italie, ce gouvernement Salvini, en lui demandant de refaire 2 fois ce budget. Et il avait été obligé d'obéir parce que la BCE arrêtait de soutenir l'économie grecque par des achats d'obligations italiennes, l'économie italienne par des achats d'obligations d'État italiennes, alors qu'elle le faisait pour tous les autres pays. Et qu'elle avait laissé le gouvernement Macron avoir un déficit plus important que l'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne, en plus, elle est beaucoup plus méchante quand le gouvernement, la tête de gouvernement ne lui plaît pas, comme avec Salvini et le M5S, qu'avec un gouvernement qui est proche d'elle, comme Macron ou comme les Espagnols qui ont obtenu une sortie du marché européen de l'électricité parce que c'est des socialistes européistes bon pain. Mais on se rappelle d'ailleurs des propos de Ursula von der Leyen, von der Textoleyen, qui avait dit à Mélanie, si elles arrivent au pouvoir, les marchés s'occuperont d'eux, ou du moins on pourra sanctionner l'Italie. C'est ça un peu aussi, hein. C'est toujours pareil, hein. L'Union européenne, la Bruxelles menace de sanctionner en cas de pouvoir défavorable, on va dire. Exactement. C'est un moyen de pression pour que les gens reviennent sous le joug européiste et deviennent européistes, très clairement. Ouais. Là-dessus, une question, faisons un peu de politique fiction. Si Bardella, le RN, arrive en majorité absolue le 7 juillet au soir, Bardella sera Premier ministre, est-ce que le RN ne va pas se retrouver face à ses propres contradictions depuis qu'ils ont refusé, finalement, ils ont reculé sur la sortie de l'euro, sur la sortie de l'Union européenne pour être... Là, ils vont se retrouver vraiment dans le dur, là, hein, le RN. Hein. Alors, moi, je pense que le RN a très peu de chances d'arriver en tête, d'avoir la majorité absolue, des députés le 7 juillet. Et tant mieux pour eux. Parce que de toute manière, ils ont compris le piège, hein, très clairement. Ils ont dit, Macron doit dissoudre. Macron dissout. S'ils arrivent en tête, ils sont obligés de gouverner. Or, ils gouvernent contre l'Union européenne et sa procédure de déficit excessif, ce qui fait que ça va leur entraver les mains, même s'ils peuvent jouer un bras de fer, hein, très clairement. Ils sont contre le président de la République, Macron, qui va pouvoir leur mettre des bâtons dans les roues. Ils sont, le Conseil constitue est contre le RN, on le sait très bien en termes idéologiques, et donc va les empêcher, par exemple, de faire de la préférence nationale. Et il y a un Sénat qui est contre le RN aussi. Donc, ils n'ont aucun instrument de pouvoir et ils ne peuvent même pas utiliser l'instrument de pouvoir important qui est le référendum. Puisque ce n'est pas le Premier ministre qui décide des référendums, c'est le président de la République qui décide de faire des référendums. Par exemple, un référendum pour changer le Conseil constitutionnel, un référendum sur l'immigration qui met en difficulté l'Union européenne et qui montre aux Français finalement que de toute manière, on ne peut pas réduire l'immigration en restant dans l'Union européenne, le Conseil constitue étant obligé de le dire. Donc le RN, effectivement, ne pourra pas gouverner. Moi, je pense qu'il y aura une nouvelle présidentielle, mais même s'ils gagnent la présidentielle, ils seront en fait sous le joug de l'Union européenne et il va falloir faire un bras de fer intense. L'Union européenne pourrait essayer de faire une Tsipras au RN et le RN devra à ce moment-là sortir instantanément de l'euro si l'Union européenne commence à asphyxier l'économie française. C'est la seule manière d'être maître chez soi, de ne pas être sous tutelle et de pouvoir appliquer son programme et non que Ursula von der Leyen et la Commission européenne appliquent le programme économique qu'ils veulent, ruinent la France et à ce moment-là ruinent le RN au pouvoir qui sera décrédibilisé. C'est ça la politique fiction et c'est ça ce qui peut se passer dans les mois à venir. C'est une souricière, si je te suis, Philippe. C'est une souricière pour le RN. C'est très dangereux, finalement, pour eux. Ah, c'est très dangereux. Il va falloir qu'ils soient très intelligents tactiquement pour gagner contre l'Union européenne. Il va falloir faire un sans faute. Il faudra de toute manière sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que disent le RN. Certains, comme Macron, disent qu'il y a un projet de Frexit caché chez le RN. Écoutez, on verra bien. Moi, je ne le crois pas. J'ai été dans ce parti. Je sais très bien pourquoi ils ont arrêté la souveraineté nationale. C'était juste par un jeu de politique politicienne. À mon humble avis, ils n'ont pas le niveau pour redresser la France, sauver la France, vu les problématiques qu'il y a et la façon dont ce parti prenne les décisions. J'en suis triste. Hein. Et je vais vous dire, je peux même le dire, moi, de toute manière, face au bloc centriste, macroniste, qui est une catastrophe pour la France, au bloc Nouveau Front Populaire avec la LFI qui sera encore pire, je voterai RN. Je veux dire, de toute manière, les souverainistes ne sont pas là, donc je voterai RN pour éviter le pire
parce que c'est le moins pire des trois, mais ça ne va pas sauver la France, et je suis triste de le dire, quoi. Effectivement. Là-dessus, je voudrais qu'on revienne sur Macron. Alors là, c'est véritablement une effusion de bonnes nouvelles. C'est formidable. Rachida Dati, il y a 2 jours, a dit notamment que c'est quand même le retournement de veste et de doudoune au niveau patron XXL, Rachida Dati. Quand même, il faut quand même le dire. Elle a dit que la Macronie avait créé 2,7 millions d'emplois industriels, que le chômage de masse, on est arrivé à bout, et pas qu'elle, hein. Tous les classiques de la Macronie nous expliquent que les résultats économiques de la Macronie sont formidables, exceptionnels, et que les autres, forcément, enverraient la France dans le mur. Philippe, toi qui suis ça de très près, tu es économiste, tu te dis, mais c'est pas possible. Même certains journalistes, ouais, c'est pas possible, le disent aussi. Effectivement, tu as tout à fait raison, c'est au niveau de l'escroquerie. Rachida Dati, 2,7 millions d'emplois industriels, je crois qu'elle s'est mélangé les pinceaux, hein, très clairement, parce qu'on n'a pas 2,7 millions d'emplois industriels ou d'emplois tout court créés, bien évidemment. Alors, la Macronie, mais même tous les autres de la Macronie, essayent d'escroquer les Français en leur disant « nous avons réindustrialisé ». Mais si vous allez voir les statistiques de l'industrie française, hein, par l'Union européenne, par Eurostat, la production de l'industrie sous Macron, c'est moins 5%. Donc Macron a continué à détruire l'industrie, mais c'est tellement des escrocs, ils vous disent « oui, mais on a réindustrialisé ». Puis alors, si vous voulez croiser ces données, vous voyez que la balance commerciale, on était à moins 40 milliards d'euros sous Macron au départ, en 2017. On est passé à 100 milliards. Donc, on voit bien entendu qu'il n'y a pas de réindustrialisation, bien au contraire. Et alors, le chômage, comme tu dis, il parle de le chômage au plus bas depuis 30 ans. Alors, comment vous roulent-ils dans la farine, ces escrocs de la Macronie? En fait, ils vont prendre un sondage sur le chômage, le taux de chômage, qui est fait par l'INSEE. Mais c'est un sondage qui peut être manipulé comme tous les sondages. Si on veut regarder qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'emploi, rien de mieux que de revenir aux statistiques en dur qui sont fiables. Les gens qui s'inscrivent au Pôle emploi parce qu'ils cherchent du travail. Eh bien, quand vous regardez ça, la Macronie a fait passer le taux de chômage, le nombre de demandeurs d'emploi en ABCD de 6,2 millions à 5,8 millions. Donc, il y a une baisse de 400 000 chômeurs seulement, et pas du tout le plein emploi. Ils arrivent à vous dire, on est en plein emploi, ils ont fait baisser de 400 000 le nombre de chômeurs. Et encore, c'est par des petites astuces qui sont limites de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'on avait 400 000 apprentis au début de la Macronie. Comme ils payent 100% des salaires des apprentis pendant 1 an, eh ben, on a 1 million d'apprentis. Donc évidemment, ça truque les statistiques. Et puis Macron, c'est aussi la hausse de 1,2 million du nombre d'auto-entrepreneurs, payés selon l'INSEE 590 € par mois quand ils sont à temps plein. Et donc, on se retrouve avec des gens payés à la moitié du SMIC. Et voilà comment ils enfument tout le monde, quoi. Voilà. Et tout ça, en plus, si tu veux, on a 0 croissance. C'est important de le signaler sous la Macronie. Ils ont dépensé un pognon de dingue, 1000 milliards de dettes en plus, un déficit public a explosé. Normalement, tu as des résultats en termes de croissance. Eh bien, eux, même pas. On a 0,7% de croissance par an. Donc, c'est la catastrophe. Et puis, ils continuent aussi, tu as vu, le pouvoir d'achat qui augmente. Évidemment, pas un Français ne le croit. On voit tous qu'on est obligé de réduire nos dépenses, qui de vacances, qui de restaurants, parce qu'on a une baisse du pouvoir d'achat pour tous les gens qui travaillent. Cette baisse du pouvoir d'achat, elle est estimée dans un travail par François Guérolf, qui travaille à l'OFCE, qui travaille très bien. Elle est de 5% depuis 2021. Mais eux vous disent qu'il y a une hausse du pouvoir d'achat. Donc l'escroquerie est totale. Et alors le truc le plus important de fond, c'est que non seulement Macron a tout raté, mais il a tout cassé. C'est-à-dire que le PIB par emploi, depuis 2017, a baissé de 4%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire en langage commun que chaque salarié produit 4% de PIB en moins. 4% en moins. Donc, en fait, évidemment que si on produit moins, eh bien, de PIB, les salaires, ils peuvent que baisser. Tu vois, on retrouve la baisse de 5% des salaires. Et là, il n'y a ni croissance possible, ni réindustrialisation possible quand tu as tellement tout cassé que la productivité baisse. Voilà où nous en sommes et voilà pourquoi la Macronie est une pure escroquerie, quoi. Mais parce que Bruno Le Maire, une nouvelle fois, je l'ai encore écouté hier matin, il passe en permanence sur les plateaux, mais tous, ils ont le même discours. C'est terrible, hein. C'est terrible. Est-ce que même, on a l'impression que même les médias ne croient plus à l'escroquerie, les médias de masse, bien entendu, chers amis. Même là, ça commence à ruer dans les brancards parce que le pays est tellement détruit que aujourd'hui, c'est difficile de le masquer. C'est la question que je te pose. Ah bah c'est très clair. C'est-à-dire que quand ils vous disent qui eux, gèrent bien l'argent public, que le déficit public a doublé et que tu es sanctionné par Standard & Poor's par une dégradation de la dette de la France, tu es sanctionné par la Commission européenne par une procédure de déficit excessif,
effectivement, ça devient compliqué par les médias qui ont mis Macron au pouvoir et qui ont protégé Macron pendant 7 ans de continuer à dire oui, ça marche bien la Macronie, quoi. Oui, c'est compliqué là-dessus parce que les Français, tu l'as dit, voient bien qu'à un moment donné, il y a quand même une situation économique qui est désastreuse. Et je ne parlerai même pas de la situation sécuritaire, je ne parlerai même pas de la situation des hôpitaux, mais de tout ce qui se fait en France, finalement. Là, manifestement, on est quand même. Comment ça peut se passer? C'est la question que je pose. Quand Bardella, par exemple, dit, parce que c'est lui qui l'a déclaré, si j'arrive comme Premier ministre, en cas de majorité absolue, et tu nous as répondu à cette question, tu nous as donné toi ton analyse, je vais faire un audit des comptes publics. Un audit des comptes publics, ça t'inspire quoi, toi, Philippe, concrètement? Est-ce Un qu'on audit peut du compte avoir. public, il a raison. Franchement, il Ouais, a raison de le faire, puisqu'on a vu d'accord. que Ouais. Bruno Le Maire avait fait croire fin 2023 qu'il y avait 4,9% de déficit, alors qu'on se retrouve avec 5,5%. Il avait planqué, grosso modo, 17 milliards de déficit sous la table. Donc, ils n'ont pas tort. Bah, je pense que c'est une façon de se dédouaner, de dire on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'on a un déficit public très élevé. C'est une façon de mettre le bilan sur Macron, mais ça ne fait pas avancer les choses. La seule chose que peut faire Bardella, pas quand ils arrivent comme Premier ministre, parce que je ne pense qu'ils n'arriveront pas Premier ministre, je pense qu'il y aura démission du président Macron forcée parce que la France sera ingouvernable dans les 2 à 6 mois. Mais même s'ils ont la présidence de la République, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est baisser le prix de l'électricité de 40%. En sortant du marché européen de l'électricité, en faisant un bras de fer avec l'Union européenne. Le gagneront-ils, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'atouts? J'en suis pas sûr, mais ils peuvent tenter ça. Et baisser le prix de l'énergie et des taxes, de la TVA sur l'énergie, ça c'est fondamental. Au moins, ils ont un début de choses de bon sens pour aider la réindustrialisation, donc les autres ne sont même pas là-dessus, et pour aider le pouvoir d'achat des Français. Mais tout le reste, de toute manière, protéger notre industrie, commande publique réservée aux entreprises françaises, planification pour redresser, pour réindustrialiser dans une France détruite, ils ne pourront pas le faire. Donc, franchement, le RN a le moins mauvais des programmes, voilà, par rapport aux 2 autres blocs, mais c'est quand même très mauvais. Ils arriveront pas à grand chose. Et d'autant plus qu'on a là, on est dans une période où, à cause de la dissolution de Macron et de la France ingouvernable, en fait, tout est bloqué, est arrêté dans l'économie. Moi, ce que j'ai entendu en Provence par des gens qui travaillent avec des grands patrons et des petits patrons, tout le monde est mécontent parce que tout est bloqué et arrêté. Ouais. Et c'est ce que j'ai entendu aussi par Olivier Piacentini, qui est un ami qui travaille avec les entreprises à Paris. Même chose, même constat, tout est bloqué, tout est arrêté. Donc, on va se retrouver en fait dans un basculement potentiel dans la récession dans les mois à venir, en tout cas une très mauvaise situation économique. Mais bon, ce qu'il faut voir quand même, c'est que c'est terrible en France, mais c'est terrible dans tous les grands pays européens. Et tout ça risque de basculer dans quelque chose extrêmement négatif tant que les Français ne voudront pas sortir de l'Union européenne. On n'a que 36% de Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Eh bien, tant qu'on reste là-dedans, de toute manière, on le dit, on le redit, même si ça ne plaît pas, eh bien, on continuera dans l'effondrement économique de la France, et à tous les niveaux d'ailleurs. 2 questions encore, cher Philippe. Merci d'être là, Philippe Murer qui est là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, chers amis, à vous procurer le dernier livre de Philippe, Sortir du capitalisme du désastre, encore une fois, aux très bonnes éditions Jean-Cyril Godefroy. Donc, n'hésitez pas à vous procurer peut-être pour ce week-end ou la semaine prochaine, avant que le chaos politique soit complet et total. Là-dessus, une question, parce que tu as fait une vidéo il y a quelques mois avant les européennes, mais même ça fait longtemps, sur l'Alliance des souverainistes, elle a excessivement bien marché. Je l'ai revue ce matin avant de prendre l'antenne. Toi, tu l'analyses comment, l'échec cuisant des souverainistes aux européennes? Comment on l'analyse maintenant, après? Eh ben, en fait, en 2019, bien que Marine Le Pen ait abandonné la sortie de l'Union européenne, il y avait encore plein de gens qui disaient tant pis, je vote pour un parti souverainiste, même s'ils ne sont pas très grands. On avait 6-7% côté Dupont-Aignan, 2-3% côté Philippot et Asselineau. On était proche de 10%. Depuis 5 ans, les souverainistes refusent de s'unir dans un parti politique pour faire front commun, peser et pouvoir passer dans les médias, parce qu'en fait, on ne progressera jamais tant qu'on n'est pas gros. Et donc, en se divisant, on se réduit à ne pas passer dans les médias, finalement à être oublié par les Français et à disparaître dans l'insignifiance et le morcellement. C'est ce qui se passe. Et on a un échec complet du camp souverainiste, qui est pourtant le seul à pouvoir rendre la France libre, à sauver la France, à rendre l'indépendance nationale, alors qu'ils sont tous gaullistes. Et là, vraiment, je trouve que nos leaders étaient en dessous de tout, parce que le clan souverainiste est complètement défait et il va falloir trouver autre chose. Parce que, de toute manière, ils ne voudront jamais s'allier, ils ne voudront jamais unir nos forces. Et en fait, moi, je pose la question.
Qui est le numéro 2 chez Philippot, des Patriotes? Personne ne le connaît parce qu'il n'y a qu'un numéro 1, c'est Florian Philippot, et c'est tout. Qui est le numéro 2 d'Asselineau? Personne ne le connaît non plus, puisqu'il n'y a qu'un numéro 1 et personne d'autre n'est mis en avant. Qui est le numéro 2 de Dupont-Aignan? Personne ne le connaît, alors que c'est un parti pas si petit, parce que personne n'est mis en avant, il n'y a que Dupont-Aignan qui est mis en avant. Donc on est dans des partis unipersonnels, dans des aventures qui sont en train de plomber le clan souverainiste. Il faut inventer autre chose. C'est à ça qu'il faut s'employer pour relever le camp. Ça pourrait aller très vite, mais il faut se relever les manches tous ensemble. Là-dessus, effectivement, c'est compliqué. Même, il se murmurait après la dissolution qu'un bloc souverainiste pouvait voir le jour pour législative. Ça n'a pas existé parce que maintenant les candidatures sont déposées depuis dimanche dernier, 18h en préfecture. Une nouvelle fois, la personne, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bloc souverainiste. On ne l'espérait pas, mais politiquement, nous, en tant qu'observateurs politiques, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Une nouvelle fois, le clan souverainiste ne sera pas représenté, ou très peu. Le camp souverainiste est tellement affaibli par ces divisions et ces batailles d'ego qu'on se retrouve incapable de présenter des candidats pour les législatives. Mais je le rappelle, je me suis battu, j'ai été la cheville ouvrière pour l'Alliance des souverainistes en 2022. Il y a eu Alliance pour François Asselineau, il a refusé, mais les autres ayant accepté. Il y a eu Alliance pour la présidentielle et législative. Mais après cela, tout a été oublié. Chacun est reparti dans sa boutique. Donc, moi, je n'y crois plus à ces personnalités qui ne veulent effectivement que des partis unipersonnels qui sont des impasses pour la France. Je pense que là, on est au bout du bout pour le camp souverainiste dans la configuration actuelle. Malheureusement, j'en suis extrêmement triste. J'ai travaillé avec ces gens-là. J'ai essayé l'union jusqu'au bout. Je n'y suis pas arrivé. Je pense qu'il faut dire c'est une impasse, tout ça. Dernière petite question, Philippe, merci d'être là ce matin sur Tocsin. L'article 16, l'Élysée dément fortement, même Europe 1 a supprimé l'article qu'ils avaient fait mercredi matin. Toi, l'article 16, concrètement, aujourd'hui, Macron, ça lui trotte dans la tête. De toute façon, il est prêt à n'importe quoi, on s'attend à tout avec lui. Comment tu l'appréhendes, ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que Macron dissout, fait en sorte que le Front National, finalement, arrive potentiellement au pouvoir de le faire rater. C'est son but. Fait en sorte que la gauche devienne éruptive et casse tout. Et il dirait, puisque c'est le bordel en France, eh bien, je prends les pleins pouvoirs. Donc, puisque j'ai tout raté, puisque j'ai foutu un bordel incroyable en France, je vais prendre les pleins pouvoirs. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, théoriquement, tout est possible et il peut le décider. Les institutions sont faites pour être appliquées, notamment au plus haut niveau, par des gens raisonnables et pas des gens qui les instrumentalisent pour eux. Après, au bout d'un moment, s'il fait l'article 16 alors qu'il n'y a pas de majorité, que la France est ingouvernable et dans le chaos, je pense qu'il y aura une demande de destitution. En tout cas, on peut l'espérer. Et une destitution qui soit faite, il y a tous les moyens pour ça. Il y a le fait que l'article 16 n'a pas de sens vu que c'est lui qui a provoqué la dissolution et que de toute manière, c'est lui qui précipite la France dans le chaos et dans une France ingouvernable. Ne parlons pas du fait qu'il a dit j'ai mis une grenade dégoupillée dans les jambes des partis politiques avec la dissolution. Rien que cette phrase-là nécessite effectivement la destitution du président, rend possible la destitution d'un président qui doit normalement, par l'article 5 de la Constitution, faire en sorte qu'il y ait continuité de l'État et régularité des pouvoirs publics. Mais on verra bien si la nouvelle chambre qui sera élue le 7 juillet au soir aura le courage, pas comme celle d'avant, de se faire marcher dessus par 23-49-3, on le rappelle, pendant la crise sanitaire et qu'on sort. On verra bien si certains ont engrangé un peu de courage politique et réfléchissent moins à leur prébande qu'à l'intérêt des Français et de la France. Merci, cher Philippe, d'être venu ce matin sur Tocsin. On rappelle ton livre, chers amis, vous pouvez l'acheter, Sortir du capitalisme du désastre de Philippe Murer aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur toutes ces questions extrêmement importantes. On se souhaite une excellente journée, Philippe. Bonne journée à toi, Nicolas.